Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du syndrome de l'imposteur et plus précisément du sentiment d'illégitimité chez le psychologue. Alors avant toute chose, je vous incite à aller voir la vidéo de la chaîne Les Fous de Normandie où Jean-Baptiste, notre psychiatre préféré, nous explique justement le syndrome de l'imposteur est-il une imposture. Alors pour le coup c'est très intéressant de voir la multiplication en ce moment du nombre de symptômes, du nombre de syndromes qui sont vraiment mis sur le devant de la scène. Pour le coup, il parlait vraiment dans sa vidéo de tout ce qui est folie du doute, où les personnes sont en perpétuelle remise en question, ils doutent de tout, ils doutent de leur légitimité à prendre telle ou telle responsabilité, à postuler à tel ou tel poste. Et je trouve ça très intéressant justement avec ce que je vais développer dans cette vidéo, qui est vraiment dédiée donc au syndrome de l'imposteur, mais j'entends dans cette vidéo, lorsque j'utilise cette terminologie-là, vraiment ce qui est en lien avec notre métier de psychologue et uniquement la sphère professionnelle. Donc bien évidemment, si vous doutez de tout le temps, depuis toujours, c'est que généralement il y a vraiment un trouble anxieux qui est derrière tout ça et je vous incite pour le coup à vous tourner vers d'autres professionnels puisque dans cette vidéo on va simplement, je dirais simplement mais c'est quand même déjà un bon gros morceau, s'attaquer justement au syndrome de l'imposteur lorsqu'on est diplômé psychologue. Vous verrez dans cette vidéo que je vais d'ailleurs vous parler de mes études. Cette vidéo sera ponctuée également de nombreux témoignages puisque j'ai lancé dernièrement un appel à témoins sur ma page Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est toujours pas fait, justement où j'ai demandé à bon nombre de psychologues, de jeunes diplômés, d'étudiants de me parler de leur sentiment d'illégitimité à étudier la psychologie ou à être psychologue tout simplement. Et puis c'était vraiment aussi le moment pour moi de vous parler de mon propre syndrome de l'imposteur quand j'ai été diplômée et qui perdure d'ailleurs dans le temps. Dans cette vidéo, j'ai pas du tout la prétention de venir vous apporter des réponses concrètes, c'est juste un partage d'expérience pour venir vous expliquer ce que j'ai pu mettre en place justement pour diminuer ce syndrome-là et ce qui m'aide au quotidien à gérer le moment où ce syndrome devient un petit peu plus prégnant en moi et où il prend justement des proportions un peu trop grandes. Voilà, donc dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vais parler de mon parcours universitaire, également de ma prise de poste en tant que psychologue et je viendrai ponctuer d'articles et de témoignages cette vidéo-là. Alors sachez que si vous avez envie de lire un petit peu plus en détail les articles que je vais évoquer, ils seront tous dans la barre d'infos et je vais m'appuyer notamment sur un article qui a été gentiment écrit par ma copine du blog Psycho & Co. Donc je remercie chaleureusement Julie d'avoir accepté de témoigner et n'hésitez pas également, en plus de la vidéo des Fous de Normandie et d'autres vidéos d'ailleurs que vous allez trouver sur YouTube sur cette thématique-là, à aller lire l'article de Psycho & Co. Comme je le disais donc en préambule de cette vidéo, j'ai toujours été généralement anxieuse, notamment anxieuse durant mes études. C'est vrai que j'étais très contente d'avoir directement trouvé ma voie, j'avais pas eu de redoublement, j'avais jamais eu en tout cas de difficultés particulières à savoir ce que je voulais faire au niveau de mes études, mais n'empêche que il y avait toujours en moi cette angoisse déjà de ne pas réussir, de me tromper de voie, et encore une fois, lorsqu'on s'engage vers des études de psychologie et qu'on a envie de devenir psychologue, je me sentais pas, du haut de mes 18, 20, et encore une fois, même une fois que j'ai été diplômée 25 ans, je me sentais pas légitime à prendre en charge la souffrance psychique des gens. Si je sentais que planait derrière moi, ou au-dessus de moi plutôt, l'ombre de la sélection. Moi, une fois que j'ai réussi à passer la L2, la L3 et que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille en M1 pour passer la sélection et rentrer en Master 2, parce que petite précision, j'ai passé la sélection à la fin du Master 1 pour rentrer en Master 2 et plus comme ça se fait maintenant, donc à la fin de la licence pour rentrer en Master. Donc moi j'ai vraiment eu ces 4 ans-là et c'est la 4e année, donc cette fameuse année de Master 1, où c'est littéralement développé et où a pris des proportions jamais vues de mon syndrome de l'imposteur, ou en tout cas du fait que je ne me sentais pas du tout légitime à être ici. C'est au moment où il a fallu du coup que je recherche mon stage de Master 1, que je trouve une thématique de mémoire, tout en continuant de bosser des cours pour assurer et avoir un bon dossier pendant la sélection, que là le syndrome de l'imposteur et le fait de pas trop me sentir légitime est quand même venu poindre sérieusement le bout de son nez. Donc là du coup ça a commencé à être un peu plus compliqué pour moi, je sentais vraiment que mes camarades de classe travaillaient, moi j'avais pas le sentiment de travailler et surtout je trouvais que j'étais très chanceuse, c'est-à-dire que dès que j'avais une bonne note, c'est parce que le prof était bien luné ce jour-là et qu'il m'avait dit bon d'année je vous mets une bonne note. Dès que je réussissais quelque chose sur mon lieu de stage, que j'avais trouvé d'ailleurs un peu par un coup de chance, alors que si je rembobine la cassette, je m'étais donné vraiment tous les moyens pour le trouver, mais pour le coup, j'avais trouvé mon lieu de stage par un coup de chance, ma directrice de mémoire était sympa par un coup de chance, je réussissais tout en fait grâce à, je sais pas, une bonne étoile qui me guidait et qui m'aidait à tout réussir. Donc ça c'est typique dans le syndrome de l'imposteur, les gens doutent tellement qu'ils se disent il y a forcément le karma qui entre en jeu,
je suis plus chanceuse que les autres pour réussir et c'est un coup de chance si je suis sélectionnée pour le master, si je réussis à trouver ce poste-là et si je deviens un super psy. Donc ça pour le coup, avec un petit peu de recul, je me rends compte à quel point ça peut prendre une place énorme, à quel point on peut croire que la chance guide nos pas. Alors peut-être qu'il y a une part de destinée là-dedans, mais il faut quand même pas tout exagérer non plus. Donc ça, je m'en suis rendu compte en fait vraiment il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quelques mois, en regardant tout ce que j'avais fait durant mon Master 1. Et là, je me suis dit que j'avais vraiment mis en place tout un tas de choses qui me permettaient en fait de réussir, mais au moment précis où ça se passait, j'en avais absolument pas conscience. Je dirais que le pic du syndrome de l'imposteur, il a eu lieu au moment de la sélection pour rentrer en Master 2. Ça a vraiment été, là, je trouve, le moment le plus compliqué, certainement parce que c'était le moment le plus stressant. Donc encore une fois, gardez toujours à l'esprit qu'il y a le côté anxiété, angoisse, stress qui est toujours lié, je trouve, à l'expression du syndrome de l'imposteur. Donc ça a été vraiment au moment de la sélection où il a fallu gérer tout un tas de dossiers. C'était déjà très stressant d'un point de vue administratif, mais encore plus parce qu'il y avait un enjeu tellement énorme derrière. C'était vraiment mon rêve que je commençais à toucher du doigt et en tout cas je me sentais même pas légitime à postuler. C'est pour ça que je me suis auto-sabotée sur énormément de dossiers que j'ai envoyés et ça je peux l'avouer seulement maintenant, c'est-à-dire qu'avant soit j'en avais pas conscience, soit je me voilais la face, mais j'ai vraiment bossé à fond le dossier pour l'université de Caen, qui était mon université d'origine, où je me suis dit, bon bah tu connais les profs, tu auras un petit peu plus de chance, encore une fois, et tu vas être sélectionné. Mais pour toutes les facs parisiennes, je rêvais d'aller dans ces facs parisiennes, quand je revois encore les dossiers que j'ai envoyés, mais c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire que soit j'attendais le dernier moment, et donc avec le risque que le site internet bug, que j'oublie une pièce justificative, soit c'était vraiment de plus en plus compliqué pour moi de vraiment postuler de manière qualitative. C'est-à-dire que j'ai fait des lettres de motivation et des CV avec des fautes, c'était pas coloré, ça me représentait pas du tout et on voyait vraiment zéro motivation derrière. Donc je pense aussi qu'il y a une forme d'auto-sabotage et donc c'est vraiment ça qui a été mis en avant quand je regarde encore une fois avec beaucoup de recul et beaucoup de bienveillance ce que j'ai pu faire ces dernières années. Je me rends compte que j'ai pas mis toute la chance de mon côté. Et pour le coup, là où globalement j'avais le plus de chance, qui était l'université de Caen, là c'est vraiment ce que j'ai toujours mis en avant. C'est quelque chose qui est toujours revenu, où je me disais oui j'ai eu de la chance parce que je connaissais telle personne qui a pu appuyer mon dossier, et puis en même temps j'avais eu de la chance parce que ma directrice de mémoire était cool, et puis voilà, etc. Je me trouvais tout un tas d'excuses liées au fait que j'avais réussi. Le pire, je trouve, ça a été au moment de la sélection pour l'oral, puisque j'ai passé donc la sélection sur dossier, et ensuite on m'a donné la chance, c'est comme ça que je le disais, donner une chance d'aller à l'oral. Et là, quand je me suis retrouvée dans une grande salle avec tout un tas de gens autour de moi qui passaient l'oral, là, je me suis absolument pas sentie légitime. Je me disais, mais pourquoi toi, tu as été sélectionnée ? Tu as un dossier qui n'a rien d'exceptionnel, alors que globalement, encore une fois, quand je regarde ce qui se passe, j'avais pas des notes extraordinairement bonnes, mais j'avais quand même eu 16 à mon mémoire et 15 à mon rapport de stage, qui sont quand même des notes très importantes dans un dossier. Donc oui, j'avais des 11, 12, 13 à mes cours, mais j'étais plutôt homogène dans en tout cas ma candidature. J'avais un projet pro qui était bien construit, donc globalement j'avais des possibilités d'être sélectionnée, c'était légitime. Mais alors moi pas du tout, c'est-à-dire qu'au moment, je me revois encore sur ma petite chaise en train d'attendre qu'on appelle mon nom, un peu tremblotante, donc toujours très anxieuse parce que forcément un enjeu énorme, autour de toutes ces personnes-là, et dans ma tête je me disais mais elle ça se voit, elle a bossé ses cours, lui ça se voit, il est trop bien, il est à fond dans son projet pro, elle à côté elle est super détendue. Et pour le coup, quand je me suis pointée devant l'examinateur, j'avais une espèce de nonchalance très détachée en fait de ce qui se passait. Donc ils m'ont avoué ensuite qu'ils avaient pris ça pour de l'assurance, alors qu'en réalité je n'étais en rien assurée sur mes positions, c'était vraiment la galère. Mais en tout cas, les profs ont vraiment senti ça comme elle est détendue, elle a confiance en elle, alors qu'intérieurement c'était le chaos, j'avais je pense zéro confiance en moi à ce moment précis. Mais en tout cas, mon dossier a plu, la manière dont je me suis exprimée, présentée a plu et j'ai été sélectionnée. Et quand j'ai eu le mail de confirmation comme quoi j'étais sélectionnée définitivement en Master 2, qu'il n'y avait pas de liste d'attente, qu'il n'y avait pas de liste complémentaire, j'y croyais pas. C'est-à-dire que je me suis dit, ils se sont trompés, il y a un problème. Donc j'ai dû vérifier 45 000 fois mon nom, j'ai dû regarder, appeler la fac pour qu'ils me confirment. Tant que j'avais pas la confirmation de la secrétaire au bout du fil, j'y croyais pas. C'était très très particulier. Donc là pour le coup c'est vraiment venu me dire attends il y a un truc qui va pas en toi. C'est pour ça que j'ai commencé à faire une analyse personnelle parce que là je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc qui s'est bloqué en toi, il y a un truc qui est encore une zone d'ombre que tu connais pas et il faut que tu apprennes à gérer ça parce que t'es pas au bout de tes peines. Tu rentres en Master 2 et ça les profs nous le disent très souvent,
c'est à moitié vrai. L'année de Master 2, c'est pas une année cadeau, hein. C'est pas parce qu'on rentre en Master 2 qu'on a finalement directement son diplôme. Il faut encore bosser, il faut encore s'impliquer, et je dirais même que c'est cette année qui est décisive justement d'un point de vue professionnel, puisque c'est durant cette année-là qu'on commence à construire les bases, les fondements justement du professionnel qu'on va être un petit peu plus tard. En Master 2, elle a été très compliquée. Je traînais derrière moi toute l'angoisse, alors peut-être pas de la licence, mais en tout cas du Master 1. C'était très compliqué pour moi de me détacher de ça, je me sentais absolument pas légitime, mais toute l'année ça a été ça. Même au moment où j'ai eu mon diplôme, pour moi c'était impossible que Danae puisse devenir psychologue. Je voyais pas comment ça pouvait être possible. Là pour le coup, je voyais avec mes autres camarades de classe que eux aussi avaient ce sentiment d'illégitimité, plus ou moins fort, hein, selon les personnes, selon la personnalité, etc. Mais je sentais qu'ils étaient un petit peu fébriles aussi, donc ça me rassurait. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce côté groupal, le fait de pouvoir un peu me comparer aux autres et voir que j'étais pas la seule, d'où aussi le fait du pourquoi du comment je fais cette vidéo, hein, que vous n'êtes pas seule à ne pas vous sentir légitime. Même moi encore, à l'heure actuelle, en étant psychologue jeune diplômée, je me sens pas du tout légitime sur tout un tas de choses, que je vais évoquer d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, en Master 2, je trouve que le groupe, on était un petit groupe, on était une vingtaine en Master 2, est vraiment venu m'aider, m'étayer justement là-dessus pour pouvoir me dégager quand même progressivement de ça. J'ai aussi eu la chance, faut que j'arrête d'utiliser ce mot-là, mais pour le coup c'est quand même une chance, de tomber sur une structure de stage particulièrement bienveillante, avec des psychologues tuteurs de stage extrêmement empathiques, bienveillants, qui m'ont aidé à me construire, et je trouve qu'à l'heure actuelle, la professionnelle que je suis, c'est certainement grâce à eux aussi, qui sont venus, je dirais, mettre en moi tout un tas de choses positives qui m'ont aidé. Ils m'ont fait découvrir les techniques psychocorporelles, qui est le fil conducteur de ma pratique en tant que psychologue. Donc encore une fois, faites tout pour trouver un lieu de stage qui vous correspond. Si vous ne vous sentez pas bien, et si vous ne le sentez pas, et je vais continuer parce que c'est vraiment ça, si vous ne sentez pas votre lieu de stage, barrez-vous. Essayez de trouver un autre lieu. Je sais que c'est compliqué parce que quand on a un stage, on est tellement content d'avoir été sélectionné, tellement content d'avoir trouvé que mais ne vous mettez pas à mal si la structure est maltraitante, si votre tuteur de stage n'est absolument pas bienveillant. C'est un comble, je trouve, pour un psychologue qui décide d'encadrer un stagiaire d'être malveillant. Donc pour le coup, essayez vraiment de trouver un endroit sécurisant et étayant pour votre pratique en tant que psychologue. Une fois que j'ai été diplômée, ça a été très compliqué pour moi de mettre en avant le fait que j'étais psychologue. En société, quand on me demandait ce que je faisais, je disais encore que j'étais étudiante en psychologie, alors que non, factuellement, je venais de valider mon Master 2, j'avais déjà fait mon numéro d'ADELI à l'ARS, qui a été aussi une bonne petite étape, ça d'ailleurs, de me dire est-ce que je le fais tout de suite, pas tout de suite, qui suis-je pour le demander tout de suite, maintenant, enfin, c'était très particulier aussi, mais donc j'étais sur le papier psychologue. Mais je trouve que même si on a le diplôme entre les mains, on n'est pas forcément intimement convaincu de l'être. Et je trouve que c'est quelque chose, notre identité professionnelle, qui se construit progressivement et qui est d'ailleurs en perpétuelle évolution. Et ça, c'est toujours important, je trouve, de le garder à l'esprit. Et donc, une fois que j'ai eu le Graal entre mes mains, ce fameux diplôme de Master 2, il a fallu du coup que je trouve un travail. Donc ça, j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, notamment sur la recherche d'emploi, etc. Chercher un emploi, c'est vraiment le moment où le sentiment d'imposteur est le plus actif. Parce que on ne se sent pas légitime à postuler à tel ou tel poste. Moi, je me suis dit clairement au début, je ne vaux pas un CDI, il faut que je cherche un remplacement de congé maternité. Parce que c'est un petit contrat qui va bien aller et je ne vaux pas plus, je ne vaux pas un CDI, je ne vaux pas un haut poste dans une très grande institution réputée. Donc je suis allée chercher dans un EHPAD de banlieue parisienne parce que je ne me sentais pas légitime à postuler sur Paris. Ensuite, dans un petit congé maternité, parce que ça se passe bien, c'est tant mieux, c'est toujours ça de prix, ça se passe mal, c'est que quelques mois. Voilà, donc vous voyez un petit peu dans quelle posture j'étais, et d'ailleurs Julie du coup du blog Psycho & Co le dit très bien, elle explique vraiment qu'elle se sentait pas légitime à postuler à tel ou tel poste, et c'est exactement ce que j'ai ressenti, donc n'hésitez pas d'ailleurs à témoigner dans les commentaires de la vidéo si vous aussi vous vous sentez pas légitime à postuler à tel ou tel poste. Je trouve ça un comble, on a quand même un Master 2, c'est généralement ce qui est demandé, même si souvent il y a les conditions tout à la fin de l'annonce où ils demandent 5, 6, 10 ans d'expérience. Maintenant, avec un an de pratique, si un jour j'ai envie de postuler, j'hésiterai pas en fait, j'hésiterai plus parce qu'il faut prendre confiance en soi professionnellement, même si c'est très compliqué, même si ça prend du temps, on est autant légitime que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience pour prendre tel ou tel poste, si on y met du sien, si on y met de la volonté, si on est bienveillant et en gros si on respecte le code de déonto des psychologues en fait. Et ça c'était quelque chose de très compliqué pour moi, de me sentir légitime. Donc
Là, il y a eu aussi un autre pan de ma pratique professionnelle qui est venu émerger en même temps que ma prise de poste en institution, c'est le fait que j'ai eu de la chance, on va dire que j'ai eu l'occasion de m'installer en libéral. Là pour le coup j'ai eu une annonce très juteuse qui m'est tombée sur le coin de la figure, vraiment comme ça un matin je me suis réveillée voilà, j'ai vu cette annonce là sur les réseaux et j'ai sauté sur l'occasion. Donc en réalité il y a bien plus que ça derrière, hein. C'est pas juste un coup de chance, il y avait de la motivation, c'est venu trouver en moi écho de quelque chose que j'avais envie de réaliser depuis très longtemps. Je pensais pas que ça allait se faire si rapidement. Je vous renvoie d'ailleurs à mes premières vidéos que j'ai fait sur l'installation libérale, avec toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc, bien évidemment, la plus grosse difficulté, ça a été les remarques des collègues de travail, les remarques d'autres psychologues qui viennent dire « mais non, t'es pas légitime à t'installer en libéral, tu es jeune diplômé ». Alors là, j'ai envie de dire pourquoi. Il n'y a aucune loi qui interdit un jeune diplômé à s'installer en libéral. C'est vrai que ça me semble compliqué et un peu irréalisable pour un jeune diplômé de se mettre à 100% en libéral parce que je trouve que le temps en institution est extrêmement riche cliniquement. Donc si vous avez la possibilité de faire les deux, c'est génial. Mais pour le coup, rien n'interdit à un jeune diplômé de s'installer en libéral. Et moi, c'est franchement grâce à mon activité en libéral que j'ai le plus pris confiance en moi professionnellement. Parce que pour le coup, il y a cette solitude, on est seul quand on est en libéral, même si on est dans un cabinet pluridisciplinaire, même si on bosse au réseau, il y a quand même ce côté solitude qui revient en avant et on est seul face à son patient, il n'y a pas la structure, il n'y a pas l'institution qui nous porte. Et pour le coup, c'est dans ces moments-là qu'on est le plus efficace, qu'on trouve le plus de solutions, qu'on a envie d'ailleurs de se former. Ça rejoint un autre point qui est la légitimité à se former à telle ou telle approche. Quand j'ai mis en avant la formation EMDR, quand j'ai expliqué que je faisais une formation pour devenir hypnothérapeute, quand là, depuis quelques semaines, j'explique que je vais aussi être art thérapeute, les gens me disent « mais attends, tu multiplies les formations, là, ça va plus du tout, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est toujours ce syndrome de l'imposteur un peu qui s'active. Je me sens pas légitime à prendre telle ou telle population en charge, donc pour le coup, je me forme à l'approche qui me semble être la mieux pour eux. Alors, quid de l'appétence à se former, ça je sais pas, mais en tout cas, ça met quand même en avant aussi le fait que je trouve que l'université ne met absolument pas dans de bonnes conditions, ne nous prépare pas du tout à la vie professionnelle et au métier de psychologue, qu'on manque mais complètement d'outils et que heureusement, il y a des instituts de formation, il y a des universités qui proposent des DU incroyables qui nous permettent d'avoir des clés concrètes. Parce que la théorie, c'est important et ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, il faut avoir des outils palpables qu'on peut mettre en pratique dès qu'on a un patient devant nous, en fait, sans avoir à bachoter des heures et des heures dans des bouquins. Il faut vraiment nous donner des outils concrets qu'on puisse mettre en place rapidement et proposer des solutions opérantes aux patients. Et quand les patients vous disent merci, quand vous voyez les progrès qu'ils font, l'amélioration, je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux et qui nous aide justement à gagner confiance en nous, à prendre pleinement position et à se sentir du coup légitime à exercer notre métier. Au niveau des formations, je les ai rapidement évoquées, mais pour le coup, n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, à vous former. Alors, on met de côté l'aspect financier parce que les formations clairement sont hors de prix. Moi j'ai dû faire un prêt étudiant pour financer toutes mes formations, mais en tout cas, si vous avez envie, si vous avez la motivation à vous former, faites-le. N'attendez pas, parce que le nombre de personnes que j'entends dire « Ah bah non, j'attends d'avoir un peu plus de pratique pour me former à ça ». Bah non, en fait, si tu en as besoin maintenant, si c'est le moment, fais-le. Vraiment, ça c'est hyper important parce que j'ai une amie aussi qui a témoigné de manière anonyme qui m'a dit « Moi j'aimerais me former à la systémie, mais mon ancien tuteur de stage m'a dit qu'il fallait 10 ans d'expérience en institution pour ensuite être systémicien. » Et du coup, elle se bloque. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage parce que pour le coup, c'est vraiment hyper déroutant de se dire « Bon bah j'attends ». Mais vous attendez quoi en fait? C'est juste ça. Moi, il y a plein de fois où je me suis dit « Je vais peut-être attendre ». Et puis finalement, j'ai pas attendu parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc là-dessus, franchement, il faut que ce soit vous qui preniez cette décision-là, mais n'hésitez pas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lancez-vous si vous avez envie de vous lancer, que ce soit en libéral, que ce soit pour des formations, que ce soit pour tel ou tel poste. Même si l'intitulé du poste ne correspond pas à votre master, allez-y si vous avez les compétences, si vous les avez acquises en stage. Moi, le nombre de fois où j'ai postulé et où j'ai eu des entretiens pour un poste de neuropsychologue alors que j'ai un master de clinique, allez-y, franchement, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en fait pour trouver un poste en vous disant bah non, ça correspond pas tout à fait à mon intitulé de master. Ça va vraiment être super positif pour vous quand vous allez décrocher un entretien, quand vous allez pouvoir échanger avec des professionnels de terrain, ça va vraiment venir vous remettre en question. Et moi j'essaye toujours de le faire, même si c'est compliqué, c'est de se poser quasiment tous les jours la question qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? C'est vraiment deux questions qui sont très importantes et très intéressantes et qui viennent nourrir cette remise en question qui est cruciale dans le métier de psychologue, sans pour autant venir nourrir justement ce syndrome de l'imposteur et donc le sentiment d'illégitimité.
Ensuite, un autre petit exemple de mon sentiment d'illégitimité, c'est au moment de la création de ma chaîne YouTube. Pourquoi moi, j'allais pouvoir créer cette chaîne YouTube? En quoi la petite Danae, jeune diplômée, allait pour le coup avoir la prétention de parler de ses difficultés sur le web, sur YouTube. Ça a été vraiment très très compliqué pour moi, au même titre au moment où je suis devenue blogueuse, donc pour Psychogitatio. Là, je me suis dit, mais d'où tu peux avoir la légitimité d'écrire des articles? Pour moi, écrire des articles, c'était le côté scientifique, c'était le côté mise en avant, alors qu'en réalité, avec ce blog, j'ai eu la chance de trouver déjà des personnes extrêmement bienveillantes. Voilà, j'embrasse d'ailleurs toute l'équipe si elle regarde cette vidéo. Et pour le coup, c'est vraiment venu nourrir en moi, encore une fois, une appétence pour la création et ça me rendait légitime. Plus j'écrivais, plus je me sentais légitime à écrire, plus donc à partager sur mes ressentis, encore plus à faire des vidéos en lien avec les articles que j'écrivais. Donc ça, c'est vraiment là-dessus un autre petit conseil que je peux vous donner. Lancez-vous encore une fois, si vous avez envie d'écrire, écrivez, si vous avez envie de faire des vidéos, faites des vidéos. Là-dessus, bien évidemment, il y a toujours des gens qui vont vous juger. En plus, quand on s'expose sur Internet, il y a souvent des critiques très négatives qui arrivent. Moi, j'ai la chance et je vous en remercie d'avoir toujours des commentaires super bienveillants ou en tout cas très constructifs pour me faire avancer. Donc c'est vraiment votre retour d'expérience qui me nourrit aussi. Et je sais que j'ai très longtemps hésité, et ça faisait depuis mes études aussi que je voulais créer une chaîne YouTube. Mais encore une fois, je ne me sentais pas légitime parce que je n'étais pas diplômée, parce que j'avais pas de pratique, parce que je bégayais à certains moments, parce que je trouvais que à la caméra, je passais pas très bien. Puis à un moment, il y a vraiment un truc qui s'est déclenché en moi où je me suis dit, tu t'en fous, tu t'en moques du regard des autres, si ça peut aider, et c'est toujours ce que vous mettez aussi en avant dans les commentaires, quand vous me remerciez ou quand vous me dites, ah bah ça m'a aidé, peut-être que toi aussi tu pourrais faire ci, etc. Enfin, c'est vraiment ce côté de construire ensemble un truc, parce que s'il y a bien un comble chez les psychologues, c'est que je trouve qu'on ne communique pas du tout assez. Alors au-delà des guéguerres d'obédience et de la jalousie qui peut être liée à tout un tas d'autres professions d'ailleurs, là c'est vraiment super important de s'entraider, d'aider les étudiants, de les rassurer, de les guider, et puis aussi quand on est jeune professionnel, que nos aînés nous aident justement à nous dire, bah voilà, moi je suis passée par là aussi, mais t'inquiète, c'est qu'un passage, ça va aller mieux, moi j'ai fait des erreurs, essaie de ne pas faire les mêmes, enfin, vraiment, je trouve un échange qu'il n'y a pas du tout assez dans notre profession et c'est pour ça aussi, je pense que ça nous angoisse, ça nous stresse et que du coup, ça charge encore plus sur nos épaules et du coup, le syndrome de l'imposteur s'impose à nous de manière totalement naturelle. Aussi, un autre point qui a été très intéressant pour moi où c'est venu vraiment activer le syndrome de l'imposteur, c'est au moment où j'ai expliqué que j'allais encadrer des stagiaires de licence. Donc là, quand j'ai expliqué que j'étais en train de faire une phase de recrutement pour avoir 2 stagiaires de L3 qui allaient venir dans mon institution, donc en EHPAD, là, pareil, les professionnels autour de moi m'ont dit « Mais t'es pas du tout légitime à encadrer un stagiaire, tu viens d'être diplômé. » Et quand ils m'ont dit ça, je peux vous dire que ça m'a fait sacrément mal parce que je me suis dit « Mais c'est extrêmement blessant, j'ai un Master 2, je suis diplômée psychologue, au contraire, je suis encore très connectée au monde étudiant parce que je viens de sortir du nid, donc je peux encore raccrocher les wagons des angoisses que vivent encore actuellement les étudiants en licence. Et encore une fois, au vu de la difficulté à trouver un stage, je trouve que les psychologues un peu plus anciens, ou en tout cas qui ont des années de pratique, ont tendance à oublier les difficultés qu'ils ont pu rencontrer quand eux, ils ont dû trouver un stage. Et moi, je trouve ça horrible quand on a des demandes de stage et quand on peut encadrer des licences. Je précise que pour les Master 2, il faut 3 ans d'expérience, donc là-dessus, pas de débat, c'est encadré par les universités. Mais pour le coup, pour les stages en licence, il ne faut pas hésiter, c'est des stages d'observation active, de découverte du métier de psychologue. Ça permet quand même aux jeunes étudiants d'avoir des petites idées, de venir construire leur représentation du métier de psychologue et venir bosser leur projet pro. Donc j'en parlerai, je pense, beaucoup plus longuement et de manière un petit peu plus organisée et concise dans une prochaine vidéo sur le pourquoi du comment encadrer un stagiaire, parce que moi vraiment depuis que j'encadre mes 2 stagiaires de licence, c'est un truc de fou comment ça a révolutionné ma pratique en EHPAD. Je gagne en temps alors que j'imaginais que c'était hyper chronophage et énergivore, j'arrive à synthétiser mes idées, c'est vraiment un échange en plus de bons procédés parce que eux sont encore dans les études. Ils ont accès à énormément de théories, donc ça me permet de me questionner sur ma pratique. Pareil au niveau de leurs questions, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu fais comme ci. Tout ça, ça vient toujours nous remettre en question et je trouve ça hyper enrichissant. Donc pareil, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, c'est facile à dire, mais tentez l'expérience d'encadrer un stagiaire en licence sur quelques heures, sur quelques semaines, c'est peu de choses, mais pour eux, ça va tellement apporter, ça va tellement être du positif pour eux, mais également pour vous. Donc il faut toujours voir les choses dans un deux sens. Vous apportez, mais on vous apporte également. Une autre petite chose que j'aimerais évoquer pour clôturer cette vidéo avant de passer justement au conseil que j'ai d'ailleurs pas mal évoqué dans cette vidéo également, c'est vraiment d'essayer de repérer le syndrome de l'imposteur dans les posts Facebook. Sur Facebook, on a la chance pour le coup de pouvoir communiquer puisque c'est un réseau social
on communique de plus en plus, il y a énormément de groupes, la communauté 100% psy, un psy égale une question, c'est vraiment des pages et des groupes hyper bienveillants, et même si des fois il y a des petites dérives, les modérateurs font vraiment un job incroyable. Et là, on voit dans les posts le syndrome de l'imposteur des gens qui est très très présent. Les gens qui doutent, les gens qui n'osent pas, et à nous aussi d'aider ces personnes-là. Même quand ils postent de manière anonyme, c'est super important de dire bah oui, moi aussi je vis ça au quotidien, moi aussi j'ai ça, et voilà comment j'essaie de m'en sortir. Parce que souvent quand on voit les posts, les gens répondent pas, les gens n'osent pas. Donc il y a le côté aussi, bah, je veux pas forcément que tout le monde soit au courant que j'ai ça, mais n'hésitez pas, encore une fois, c'est pas... Enfin, le syndrome de l'imposteur, bon, souvent on se dit c'est pas forcément lié à de l'humilité, ok, mais c'est quand même une preuve de bienveillance entre psychologues, entre étudiants, de venir dire ok, moi aussi je vis ça, ok t'inquiète, voilà comment je fais. Et c'est vraiment, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'entraide qu'on doit encore vraiment beaucoup plus développer, je trouve, dans notre métier de psychologue. C'est encore une fois un comble, mais en tout cas, même une fois qu'on est diplômé, il ne faut pas se dire c'est bon, le monde étudiant c'est derrière moi. Parce que non, le monde étudiant, il est encore très actif en nous et il le sera durant des années. Alors maintenant, dans cette dernière partie de vidéo, j'aimerais évoquer avec vous ce qui m'a aidé justement à sortir de ce syndrome de l'imposteur, même si, comme vous l'avez certainement remarqué, il est encore très actif chez moi. La première des choses qui m'a aidé, c'est donc une analyse personnelle que j'ai débutée en Master 1, que je continue toujours à l'heure actuelle. Ça me semble très important, lorsque l'on est psychologue, d'avoir un espace de parole, un endroit où élaborer ces zones d'ombre, les problématiques, pour mieux se comprendre et pour mieux voir comment on réagit à tout un tas de choses du quotidien. Ça peut vous aider, bien évidemment, professionnellement, mais également personnellement. Donc n'hésitez pas, on ne parle pas là de psychanalyse, hein. Choisissez l'analyste qui vous plaît, choisissez l'obédience avec laquelle vous êtes à l'aise et avec laquelle vous êtes plus curieux et vous avez envie de travailler. Il ne s'agit pas de faire une psychanalyse sur le divan pendant 15 ans, hein. Peut-être juste à un moment clé de votre vie, comprendre ce qui vous anime, au-delà et en parallèle d'une supervision. Donc moi, je ne suis pas de supervision, j'ai des temps de supervision dans les formations que je fais, mais qui sont un peu en mode one-shot, hein. On a 1, 2, 4, 5 heures de supervision à certains moments. Mais pour le coup, moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai rejoint un groupe d'intervision qui a été créé par 2 étudiantes jeunes diplômées d'un master parisien. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée. Je trouve que le dispositif groupal d'une intervision, lorsqu'on est avec des jeunes diplômés et même des personnes qui ont plusieurs années d'expérience, dans d'autres domaines d'ailleurs que la psychologie, hein, des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui sont devenus psychologues, d'autres personnes qui sont psychologues depuis des années, c'est extrêmement enrichissant de parler de ces difficultés, de mettre en avant un cas complexe, de mettre en avant une problématique institutionnelle et de mettre en avant quelque chose qui est beaucoup plus personnel, qui vient vraiment réactiver notre syndrome de l'imposteur. Et quand on voit que les personnes vivent la même chose et qui réussissent à s'en sortir de telle ou telle manière, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là-dessus, un conseil, c'est pourquoi pas de commencer une analyse personnelle, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo et que je l'ai souvent redit, il y a souvent un trouble d'anxiété généralisé qui caractérise l'émergence en tout cas d'un syndrome de l'imposteur. On va dire que c'est très très lié, le fondement peut-être du syndrome de l'imposteur est une anxiété généralisée. Et puis il y a aussi ce côté supervision, si vous préférez la relation avec juste une personne en face de vous. Moi je préfère le côté intervision puisque c'est un dispositif groupal, et puis aussi parce que les rôles s'inversent. Tantôt le supervisé devient le superviseur et à chaque moment il y a vraiment de l'interaction, le temps de parole est respecté et on est tous sur le même pied d'égalité. Ça c'est vraiment ce côté qui me plaît énormément. Et puis encore une fois, un autre conseil, parlez-en. Ne restez pas seul dans votre coin, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, à écrire des articles là-dessus, à tourner des vidéos, à être présent sur notamment Instagram, parce que je viens de découvrir ça d'un point de vue professionnel. Personnellement, j'étais accro à Instagram depuis des années, mais là j'ai vraiment enclenché une nouvelle dynamique professionnelle en étant présente sur ce réseau-là. C'est hyper intéressant, il y a vraiment des comptes professionnels d'une très grande qualité, des gens qui écrivent des mini-articles synthétiques sur telle ou telle problématique qu'ils peuvent rencontrer, et c'est extrêmement bien fait, tout en respectant bien évidemment encore une fois le code de déonto, hein, avec l'anonymat des situations, avec encore une fois toujours une bienveillance et une empathie très grande autour de ça, parce que souvent réseaux sociaux et empathie c'est pas toujours très lié et très bienveillant. Mais là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Donc soyez curieux et encore une fois, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je pense avoir fait le tour de pas mal de choses, de pas mal d'exemples. N'hésitez pas à être actif dans les commentaires, à parler si vous avez déjà eu une fois ce sentiment-là, comment vous avez fait pour vous en sortir, et peut-être aussi si vous ne le ressentez pas, parce qu'il existe des gens, et heureusement, des professionnels, des étudiants, des jeunes diplômés qui n'ont jamais ressenti et qui ne ressentent pas ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité.
Donc là-dessus, moi je suis grandement preneuse justement de tous vos témoignages, de comment vous vous sentez, de comment vous êtes, de comment vous construisez votre identité professionnelle. Et encore une fois, je mets en barre d'infos dans la description de cette vidéo tout un tas d'articles, tout un tas de vidéos sur le syndrome de l'imposteur. Soyez curieux, n'hésitez pas à aller lire les témoignages. Je peux également vous envoyer des captures d'écran, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, des témoignages anonymes que j'ai reçus. Si vous voulez aussi, pourquoi pas, avoir des exemples un petit peu plus précis, un petit peu plus concrets en dehors de ma propre histoire personnelle et professionnelle. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, comme je vous le disais, à être actif. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. À laisser un j'aime également pour faire grandir la chaîne. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, sur ma page Facebook professionnelle et maintenant aussi sur mon compte Instagram. Merci vraiment du fond du cœur, ça me fait très plaisir qu'on puisse continuer d'échanger tous ensemble là-dessus et de faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.